Tous ravis de proposer ce nouveau rendez-vous Leader Occitanie. Pourquoi un podcast chez Leader Occitanie? Leader Occitanie est un réseau d'entreprises innovantes en croissance et impliquées sociétalement qui met en œuvre des actions destinées à faire grandir ces entreprises, telles qu'un accélérateur de croissance, par exemple, que nous avons créé il y a 2 ans avec la région Occitanie, des rencontres avec des grands donneurs d'ordre comme les acheteurs publics, les acheteurs de la défense, et des programmes spécifiques qui sont liés au métier du chef d'entreprise aujourd'hui, tels que Leader Média, donc qui est notre actualité du jour, programme qu'on a créé il y a 1 an au sein de Leader Occitanie pour former nos chefs d'entreprise à la prise de parole en public et dans les médias. Il y a des journalistes experts qui interviennent tous les mois, notamment des correspondants pour Les Échos ou Le Figaro. On a aussi des animations avec le cours Florent pour former nos chefs d'entreprise à la prise de parole et à la position théâtrale publique. Et du coup, pour aller encore plus loin dans ce programme, on a décidé de lancer un podcast pour donner la parole aux chefs d'entreprise régionaux, sans attendre forcément qu'on leur donne, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que ce soit eux qui décident de prendre la parole. Et du coup, pour ce faire, on a notre premier podcast aujourd'hui sur le sujet de la place de l'entreprise en 2021, place qui a beaucoup évolué avec la crise sanitaire et économique. Entre urgence climatique, inégalité sociale, usage numérique, jeu concurrentiel, intelligence artificielle et remise en cause du salariat, aujourd'hui, l'entreprise ne peut ni ignorer ni se détourner de ces sujets-là au risque de se couper de toutes ses parties prenantes, voire de ses valeurs. Et quelle est la place aujourd'hui réellement de l'entreprise? Toutes ces entreprises que l'on dit éco-responsables, citoyennes et inclusives, le sont-elles vraiment? Est-ce trop beau pour être vrai? Pour débattre de ces questions, j'accueille Karine Soriano, fondatrice de Créalise, l'agence des entrepreneurs, Alexandre Coulet, gérant de S-Group, société spécialisée en matériel et solutions techniques pour le live et l'événementiel. Bonjour Mickaël. Et Stéphane Ozil, de l'agence de communication Ozil Conseil. Bonjour. Pour démarrer, question simple mais pas simple à la fois, elle sera la même pour tous les trois. Initialement, quand vous avez créé votre entreprise, comment est-ce que vous l'imaginiez et quelle idée vous en aviez? Karine, si tu veux commencer. Alors, j'ai pas dit bonjour, donc bonjour d'abord. Alors, à l'idée de Créalise, déjà, je voulais faire une différence par rapport aux entreprises qui sont autour de la table. Il y a la petite entreprise, la très petite entreprise, la PME, et Créalise fait partie des très petites entreprises. Donc, c'est-à-dire que j'ai démarré Créalise toute seule, et donc forcément, quand je me suis lancée, ça a été beaucoup plus facile de donner une direction, une vision. Et une des valeurs sur lesquelles j'ai voulu travailler en premier, ça a été donc la bienveillance, travailler pour l'humain, et pour l'humain, avant l'environnement. L'environnement, c'est important, mais si l'humain n'est pas bien, c'est difficile de faire du bien à l'environnement. Alors c'est vrai que se lancer dans une aventure comme S-Group, ça s'est construit au fur et à mesure, et c'est vrai qu'au départ c'était une rencontre. C'est en tout cas notre projet de construction d'entreprise, ça a été avant tout une entreprise humaine. Autour de l'art artistique, en fait, autour du spectacle vivant, parce qu'on était technicien avant tout, et on avait une idée assez claire, c'était de pouvoir fournir des solutions innovantes et un 360 degrés sur les techniques du spectacle vivant. Mais ça s'est construit avant tout sur une aventure humaine, sans bien sûr imaginer aujourd'hui la position d'S-Group au niveau national ou européen. Évidemment, on s'était donné une envergure déjà régionale et c'était déjà beaucoup, c'était déjà un beau costume qu'on s'était donné au départ. Donc voilà, c'est vrai que ça a été avant tout, et c'est vraiment cette expression d'aventure humaine qui nous a motivés dès le départ. Pour ce qui me concerne, l'idée que j'avais de l'entreprise avant d'en créer une, c'était déjà une idée assez positive parce que j'avais eu 2 expériences professionnelles principales. La première était plutôt dans le domaine du public, dans l'université, un monde que j'aimais beaucoup, mais qui par contre était très compliqué dès qu'il s'agissait d'avoir une idée pour aller vers quelque chose qui faisait un petit peu avancer le schmilblick, comme on dit, où en fait on était tout de suite confronté à beaucoup de règles, de carcans, etc., qui faisaient que même les idées consensuelles et vues par tout le monde comme étant bonnes, on ne pouvait pas les appliquer. Et suite à ça, j'ai été recruté dans le privé, dans un grand groupe, où là, par contre, c'était quelque chose d'un petit peu symétrique.
Dès qu'on avait une bonne idée qu'on savait expliquer à sa hiérarchie et qui était perçue comme pouvant faire avancer l'entreprise vers du mieux, quel que soit son niveau hiérarchique dans l'entreprise, on vous donnait votre chance, on vous donnait les moyens de suivre cette idée. Si elle était bonne, elle était validée et ça continuait. Si elle était mauvaise, eh bien, c'est pas grave, vous reveniez là où vous en étiez et on vous en voulait pas parce qu'au moins vous avez eu cette part d'initiative. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu et qui m'a aussi donné quelque part l'idée, certainement, l'envie de créer mon entreprise ensuite pour pouvoir transformer les compétences que je pensais avoir et qui me paraissaient pouvoir apporter quelque chose aux autres entreprises, aux autres entrepreneurs, eh bien, pouvoir justement mettre en œuvre ces compétences et en vivre sous la forme d'une entreprise. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée principale qui, moi, m'a attiré dans le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, avec la crise qu'on traverse encore, hein, elle n'est pas encore totalement finie, malheureusement, surtout au niveau de la relance économique pour les entreprises. On parle beaucoup d'entreprises à mission, de formation de salariés, de santé des salariés, avec notamment les mutuelles qui ont été mises en place il y a quelques années qui pour l'entreprise, qui devait prendre une mutuelle pour ses salariés. On parle de développement durable, de RSE, de mécénat culturel, de fondation, de stratégie géopolitique aussi, puisque la France, comme l'Europe, a considéré certains secteurs d'activité stratégiques primordiales presque pour la sécurité du pays. Et avec tous ces sujets-là, finalement, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans votre vision initiale, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé finalement? Et quelle est la perception que vous avez, vous, aujourd'hui, du monde de l'entreprise, si vous prenez un peu de hauteur par rapport à votre rôle d'acteur principal dans l'entreprise? Donc, qu'est-ce que cette vision a changé sur votre entreprise à vous? Et d'un point de vue plutôt citoyen, qu'est-ce que ça a changé sur votre perception du monde de l'entreprise? Je ne sais pas, Stéphane, si tu veux démarrer. Oui, donc peut-être la chose principale que ça a changé, c'est... ça n'a pas bouleversé ma vision d'entreprise personnellement. Par contre, ça a accentué un sentiment, je ne sais pas s'il faut dire de fragilité ou d'humilité. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se rend compte que quel que soit le chemin parcouru, on est vraiment dans la situation d'une petite coquille de noix ballottée sur un océan dont on ne maîtrise aucun remous. Et donc, ça donne cette impression d'un seul coup on parle de chef d'entreprise, donc on est censé être à la barre, on est censé diriger les choses, on est censé orienter un minimum l'avenir. Et dans ce genre de circonstances, on se rend compte vraiment que finalement, tout peut arriver d'un moment à l'autre plus que jamais et on subit. Et l'idée, c'est plutôt d'écoper les vagues qui passent par-dessus le pont que de vraiment donner un cap fièrement en regardant l'horizon d'un air conquérant. Alexandre ? Moi, j'allais dire que c'est plutôt la vision de l'entrepreneur en fait qui a été modifiée, c'est-à-dire qu'un entrepreneur doit avoir une vision à moyen terme ou long terme de son entreprise. Et là, on parlait beaucoup de résilience. C'est effectivement en fait on naviguait avec un bandeau sur les yeux. D'ailleurs, pour notre part, c'est toujours le cas. Donc la difficulté en fait de ces périodes, c'est de pouvoir se projeter. Se projeter économiquement, se projeter dans des projets d'innovation, se projeter dans des projets humains également avec l'ensemble de ses collaborateurs. Et je trouve que c'est effectivement revenir un petit peu sur des notions fondamentales de gestion au bon père de famille. Donc, et ça rend tout à fait humble, et je pense que c'est aussi ressenti par les collaborateurs en fait. C'est-à-dire que la vision de l'entrepreneur n'a pas que changé à l'intérieur de nous, mais également à la vue de nos collaborateurs, où ils voient vraiment la fragilité et que l'entreprise, elle tient quand même au capitaine du navire et son énergie dans cette période un peu compliquée à tenir la barre. Karine ? Alors, dans le cas des petits entrepreneurs, de la petite entreprise que j'accompagne au quotidien, au contraire, en fait, la crise, ça a montré la force justement des petites structures qui ont pu s'adapter plus facilement que les grosses, finalement. Et autour de moi, que ce soit mon entreprise ou celle que j'accompagne, on a vu des entrepreneurs qui ont su faire preuve de créativité, d'innovation et de résilience, comme vous le disiez. Et
ça a été assez surprenant. Moi, d'ailleurs, en 2020, c'est l'année où j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires, en pleine crise. On a été obligé de se mettre à la visio. Moi, je me suis mis à la formation en visio. D'autres entrepreneurs que j'accompagne qui hésitaient à aller, par exemple, les restaurateurs sur la vente à emporter, mais ils y sont allés. Ça a obligé à être... En fait, la crise, ça te met au pied du mur et c'est soit tu évolues, soit tu crèves. C'est un peu violent, mais aussi le monde de l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Et aujourd'hui, parce que finalement, il y a plein de sujets qu'on demande aux entreprises de traiter. Pour vous, s'il y en avait 3 principaux, alors peut-être chacun aura des différents suivant vos secteurs d'activité évidemment et vos tailles d'entreprise, ça serait lesquels pour vous? Enfin, en tout cas, quelle est alors non pas forcément une priorité, mais en tout cas, c'est quoi les 3 sujets pour S-Group par exemple? Alors c'est vrai que la formation c'est un des gros sujets, en tout cas pour nous. Alors quand j'ai dit formation, c'est au sens large, hein, c'est aussi incorporer des nouveaux collaborateurs ou collaboratrices dans l'entreprise. On a une volonté en fait de recevoir aussi de l'énergie de l'intérieur. Je pense que sur des périodes de crise comme ça, il faut avoir de l'énergie qui vient aussi de l'intérieur et pas que du ou des dirigeants. Donc la formation et également l'accompagnement des collaborateurs dans la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire essayer d'incorporer un maximum d'idées dans le futur pour l'entreprise. C'est pas des choses qu'on faisait énormément jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on sent qu'on a besoin de cet accompagnement. Vraiment que ça vienne de l'intérieur de l'entreprise. Après, c'est vrai que c'est un des sujets qui touche forcément notre activité, mais la culture. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas c'est notre cas, on a beaucoup de collaborateurs qui sont investis dans l'entreprise et ils y passent vraiment beaucoup d'énergie. Et je pense que on devrait également les aider à s'ouvrir sur la culture en général pour essayer de leur donner aussi une vision d'un petit pas à côté de l'entreprise, en fait, pour se donner un peu plus de volume, un peu plus de hauteur. Et je pense qu'il y a une position de l'entreprise aussi à s'investir auprès des collaborateurs pour leur donner aussi une vision de la culture en général. Hein. Ça peut être du musée, du concert. Alors nous, c'est le cas. On a eu d'ailleurs une fois, notamment sur les Fous chantants Alès, amener l'ensemble de nos collaborateurs d'Alès sur un concert, mais pas uniquement au moment du concert, mais avant, pour montrer aussi aux personnes de la comptabilité, aux personnes qui sont des préparateurs au dépôt, pour voir tout l'effort qu'ils font, ce que ça donne sur le moment du concert ou les préparatifs, pour donner l'ampleur en fait de leur travail et le résultat. Et on peut appeler ça une sorte de team building, mais c'était au-delà de ça en fait. Hein. C'était vraiment pour finir le geste du travail qu'ils font tous ensemble en collaboration et voir le chemin et la qualité du travail que l'on fait tout au long de l'année et qui donne l'image de l'entreprise. Après cette troisième idée, en fait, je pense que c'est plus un amalgame et des difficultés qu'a aujourd'hui les entreprises à aller vers entre autres les services de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un pas qui est fait dans cette crise où les services de l'État sont en train de se rapprocher des entreprises. Et je pense que l'entreprise doit aussi se rapprocher auprès des services de l'État au sens large. Hein. C'est aussi les relations qu'on peut avoir avec la Banque de France, c'est aussi les relations qu'on peut avoir avec les services fiscaux, services des impôts. Et je pense qu'aujourd'hui, l'énergie dans des périodes de crise comme on est, en fait, elle doit s'accompagner de l'aide de l'État. C'est indispensable pour que les entreprises puissent continuer à se développer dans cette période complexe. Et je pense qu'il y a une relation aujourd'hui à créer avec les services de l'État. Et je pense qu'en discutant de plus en plus avec ces personnes-là, ils ont envie aussi de connaître notre activité. Ça a été le cas également dans l'éducation, où on se rapproche de plus en plus de l'éducation. C'est le cas, alors c'est ma chance que j'ai, moi, en tant que président du club d'entreprise Leader Alès, de faire partie également, d'être le co-animateur du CLE, hein, du comité local école-entreprise. Et on sent une envie également de l'éducation nationale à vouloir rentrer dans l'entreprise, en tout cas à vouloir faire un bout de chemin. Et je trouve que l'entrepreneur doit aller aussi faire ce premier pas. Donc il y a un véritable travail qui doit être fait par l'entreprise, par le chef d'entreprise, pour essayer de s'inscrire dans cet élan collectif pour qu'on puisse effectivement sortir de cette crise par le haut. Quoi. Stéphane ? Oui, donc si je devais choisir trois mots, 3 sujets pour aller justement de cette sortie de crise,
Le premier, je dirais que c'est le mot peut-être racine, appliqué à une métaphore. Alors dans le film Taxi, on compare volontiers, Taxi qui est un vieux film maintenant déjà, mais on compare volontiers l'entreprise à une montgolfière. Là, on peut le comparer à un arbre. Et en fait, les racines, ce sont vraiment le cœur de l'activité qui va apporter à l'entreprise sa santé. Et du coup, par rapport à ça, en tout cas pour nous, le premier confinement, on a travaillé là-dessus. On s'est fait bien accompagner et en fait, on a travaillé là-dessus et on a été obligé de prendre un peu de hauteur pour se rendre compte que c'était très bien d'avoir plein d'idées au quotidien dans l'entreprise, de vouloir faire plein de projets, mais que finalement, ce qui compte, c'est d'avoir quand même toujours l'œil sur ce qui permet à l'entreprise de survivre et de se développer, avant de vouloir déployer ses branches, c'est-à-dire des projets nouveaux qui parfois partent dans des directions aléatoires. Donc je dirais que voilà, une des choses de la crise, ça a été ça. Se repositionner en quelque sorte. Oui, voilà, se repositionner et prendre le temps. Finalement, c'est ce que disait Karine tout à l'heure par rapport à ce à quoi la crise oblige, de s'adapter, etc. Mais en fait, il y a aussi ce pas. Il faut s'adapter en allant vers l'avant et il faut aussi prendre un peu de recul en même temps pour se repositionner parce qu'on ne peut plus se permettre de dilapider l'énergie dans ces circonstances-là. L'autre point clé peut-être sur lequel dont je pourrais parler, ça serait aussi effectivement la formation. Là aussi pour s'adapter, là aussi pour mettre en place les nouveaux outils. Karine, pour toi, les 3 sujets pour une entreprise aujourd'hui, ce seraient lesquels ? On va venir du centre au plus large, donc l'essentiel. Le mot qui m'est venu, c'est essentiel. Donc en période de crise, on est revenu sur son essentiel, que ce soit au point de vue personnel ou au point de vue professionnel. On a été obligé de se recentrer. Ça a permis aussi de voir, on a vu qu'il y a eu beaucoup de divorces dans cette période de crise. Beaucoup de naissances aussi d'ailleurs. Beaucoup de naissances aussi. Pareil, donc au sein de l'entreprise, ça a permis de voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc, comme j'en reviens à ce que disait Stéphane, décidément, on est d'accord sur plein de sujets. On a été obligé, donc en fait, d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, malheureusement, c'est aussi gagner de l'argent. Et là, on parle, c'est bien de société, d'environnement, mais une entreprise, pour qu'elle fasse de l'intérêt, qu'elle travaille sur l'environnement, sur la société, il faut avant tout qu'elle fasse du bénéfice pour maintenir, payer ses salariés. Et le profit, c'est pas un sale mot, c'est aussi important pour qu'elle survive. Donc, l'essentiel, c'était le mot qui était important pour moi. Le deuxième, solidarité. Moi, j'ai trouvé assez sympa pendant cette crise, quand j'ai vu LVMH qui a produit du gel hydroalcoolique. Voilà, cet effort de guerre, parce qu'on a parlé de guerre au début de la crise. Tout à fait. Donc voilà, il y a eu beaucoup de solidarité au point de vue global des grosses boîtes. Et puis à petit niveau, on a vu toutes ces petites couturières indépendantes qui ont fait des masques. J'ai trouvé ça assez touchant. Ça a été une bonne surprise. On voit qu'on est encore solidaire en France et dans le monde. Le troisième point, c'est la qualité. Et la qualité, donc, c'est essentiel justement dans une relation avec un client, c'est de fournir un service de qualité, un produit de qualité pour satisfaire et respecter. Je trouve que dans la qualité, c'est avant tout du respect. Donc je pourrais associer qualité et respect. Du coup, vous avez tous les 3 parlé de l'essence même d'une entreprise, qui est effectivement de faire du profit. Profit non pas pour enrichir le chef d'entreprise ou ses associés, mais aussi pour fournir un emploi et rémunérer ses salariés. Quelquefois, on a un peu l'impression que cette mission première a été, alors non pas oubliée, mais en tout cas, on lui a ajouté plein d'autres missions, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez, vous, globalement, Alexandre en a un petit peu parlé tout à l'heure, avec notamment les services de l'État qui se rapprochent de plus en plus des entreprises, et c'est tant mieux, mais est-ce que vous trouvez que l'équilibre, finalement, entre ce qu'on vous demande, l'autonomie qu'on vous laisse et les contraintes qu'on vous fixe pour y arriver, versus les outils d'accompagnement, les choses qu'on met en place pour vous aider à atteindre ces objectifs plus sociétaux, finalement, au-delà d'être économiques. Est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment d'accompagnement qui est proposé ? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place par les services de l'État, par les services de la région, par les services de l'agglo, par toutes les instances publiques ou parapubliques pour vous aider
davantage sur ces thématiques-là, si vous considérez en tout cas aujourd'hui que cet équilibre est pas toujours respecté. Voilà, quel est votre point de vue par rapport à ça et qu'est-ce que vous avez à proposer? Je ne sais pas qui veut démarrer, Alexandre, si tu veux. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la charge du travail des entreprises, notamment au niveau administratif, hein, j'en reviens sur le travail autour de la simplification de la feuille de paie, sur les déclarations, etc. Aujourd'hui, la charge, elle arrive de plus en plus à l'entreprise ou à l'expert comptable quand l'entreprise n'a pas en interne en fait les compétences. Et je trouve qu'aujourd'hui, on travaille de façon empirique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout accompagné pour ça. On reçoit des mises à jour mensuelles pour regarder les nouveautés. Moi, je vois en interne dans la société où on gère la partie fiche de paie. Et c'est compliqué chaque mois. Hein. Il y a toujours un cas parmi les cas. Hein. Il y a toujours quelque chose qui bloque le logiciel parce qu'un taux qui change, etc. etc. Donc, je trouve que cette période-là est un peu compliquée. Ça s'accélère en plus pour les services de l'État. Ils sont un peu chahutés. Pour eux, c'est compliqué également, hein, cette partie-là. Et donc, à l'interne, pour nous, dans les entreprises, ça devient également un peu complexe. Donc, ça regroupe un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur les formations et l'accompagnement de nos salariés. Mais il faut aussi avoir le temps pour ça. Il faut avoir l'effectif également adapté pour que les personnes puissent se former. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a un gros travail à faire sur ce point-là. Et du coup, quand on parle de formation, souvent, moi, j'ai des chefs d'entreprise qui me disent la formation, c'est super, sauf que quand on dépose un dossier, on a l'accord quelques mois après l'avoir déposé. Finalement, on entame des formations sans savoir si elles sont payées. Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres moyens d'accélérer cette partie formation? Parce qu'a priori, c'est un besoin de beaucoup de chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place finalement pour accélérer cette formation, la rendre encore plus efficace? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place avec Calliope, etc., hein, par les services de l'État. Mais c'est le temps, finalement, qui est trop long. Il y a une question de temps et puis une question d'OPCO également, hein, de réactivité de l'OPCO, des formations qui sont mises en place, de ce qui est pris en charge ou pas, du taux de l'entreprise de cotisation. C'est un flou en fait aujourd'hui, clairement. Hein. C'est pour ça qu'on a des résultats de prise en charge a posteriori. Non, aujourd'hui, il y a effectivement plus qu'une réforme à faire, il y a une refonte à faire de la formation professionnelle. C'est vrai que là, je sais pas, tu voulais dire quelque chose. Peut-être en parler, ouais. Donc du coup, comme vous savez pas que Créalise, c'est un organisme de formation. Donc je viens de passer la certification Calliope qui est en cours. Et c'est vrai qu'on nous demande beaucoup de choses. Et par contre, au niveau des OPCO, quand on fait des demandes de prise en charge pour les salariés ou les chefs d'entreprise, on n'a pas de réponse des fois. Là, j'ai une cliente, on a fait une demande en janvier, on n'a toujours pas de réponse pour la demande de prise en charge de sa formation. Et c'est dommage, en fait, parce que le système en lui-même, il est très bien, mais il y a des blocages administratifs, quoi. Et toi, tu penses que le blocage, il vient de quoi? Des OPCO qui ne sont pas suffisamment numérisés? Ils ont été débordés. D'accord. Alors déjà, par exemple, je vais parler des AGFI, ça va peut-être pas leur faire plaisir. Je te couperai au montage, sinon. On les aime bien. Tout passe par des plateformes physiques, en fait. D'accord. Il y a des opérateurs, donc ça peut être les CCI, les CPME. Et il n'y a pas de numérique du tout. C'est un OPCO qui travaille encore... Papier. Papier, ouais. D'accord. Il y a des OPCO où c'est plus facile. Donc je pense qu'il faudrait prendre exemple sur les OPCO qui fonctionnent. En fait, je pense que par rapport à la question justement de la position du chef d'entreprise et de ses contraintes et de son autonomie, je pense que le chef d'entreprise, il a l'habitude de toute manière que tout n'aille pas dans le sens de ce qu'il a prévu, etc. Par contre, ce qui est difficile, c'est lorsque la situation manque de stabilité. Le problème qu'il y a, notamment lorsque les contraintes lui sont imposées, c'est que la plupart du temps, elles viennent des différentes administrations qui sont très utiles, qui sont là pour apporter la plupart du temps du soutien, de l'aide, etc. Mais il y a un grand problème de vocabulaire et qui fait que, comme le disait Alexandre, la plupart du temps, on a l'impression qu'on ne parle pas le même langage.
et que toutes ces contraintes qui se matérialisent sous forme de documents, de notes, de consignes, etc., qui sont censées être faites à destination des entreprises, sont conçues pour être cohérentes non pas avec les entreprises et leur fonctionnement, mais avec l'administration et son fonctionnement. Ce qui crée un besoin perpétuel de traduction. Donc soit on a, comme disait Alexandre, un traducteur en interne qui s'échine à faire le travail au quotidien, soit on va passer par des experts comptables qui, effectivement, eux, sont les traducteurs les plus évidents. Soit on a la chance de faire partie d'un réseau d'entrepreneurs réactifs et solidaires qui mutualisent les bonnes pratiques. Et à ce moment-là, effectivement, on peut recevoir de l'aide plus facilement de la part de ses confrères et de ses pairs. Mais disons, pour moi, c'est en dehors des contraintes elles-mêmes, parce que voilà, les contraintes, ça fait partie de la vie de l'entreprise, mais c'est surtout cette difficulté à parler le même langage. Et du coup, pour le coup, c'est vraiment une bonne nouvelle si les services publics et les entreprises se retrouvent et apprennent à se parler dans tous les contextes et à toutes les occasions possibles, quoi. Merci à tous les trois pour conclure ce premier podcast. Ce podcast se conclura toujours par une chronique qui nous permettra de clore le sujet et de prendre un peu de hauteur sur ce sujet-là. La première chronique vous est proposée par Stéphane Ozil. Merci Michael. Donc aujourd'hui, dans ma chronique, j'aurais aimé parler d'un fait d'actualité qui rejoint aussi notre débat, c'est-à-dire la place de l'entreprise dans la société. Pourquoi ? Parce que la place de l'entreprise, c'est aussi la façon dont l'opinion se positionne par rapport à cette entreprise. Et il s'est passé quelque chose récemment, entre les deux tours des élections régionales, qui permet justement de photographier l'état actuel de cette opinion, ou en tout cas ses aspérités. L'événement en question, c'est le gros problème rencontré lors de la distribution de la propagande électorale en amont du premier tour des régionales. Deux structures étaient chargées de cette tâche. La Poste d'un côté et une entreprise privée qui s'appelle Adrexo qui couvrait, elle, la distribution dans 51 départements de 7 régions. Or, on estime que 9% des plis électoraux en question n'ont pas été livrés. Ce qui m'a interpellé, ce n'est pas tant les raisons de cet échec que les réactions qu'il a engendrées. Parce que ces réactions témoignaient, j'allais dire une fois de plus, de préjugés profonds envers le monde de l'entreprise. Si la distribution avait été mal assurée, c'était forcément du fait du caractère privé de l'entreprise qui devait la mener, hors de toute autre considération. Aujourd'hui, en France, les secteurs publics et privés travaillent main dans la main pour permettre à l'économie française de survivre et de financer notre modèle social. Oui, il reste des situations incompréhensibles, souvent symbolisées par les pratiques des grands groupes et de leurs actionnaires. Mais en France, il faut savoir que le monde de l'entreprise, c'est quand même 80% de TPE et de PME, c'est-à-dire de très petites ou de moyennes entreprises. La question mérite d'être posée. Cette opposition manichéenne entre un secteur public nécessairement éthique et un secteur privé cupide et sans scrupules est-elle toujours d'actualité ? Grâce au numérique notamment, de plus en plus de jeunes et de moins jeunes se lancent avec enthousiasme dans l'entrepreneuriat, comme d'autres avant eux dans la politique, pour changer le monde, trouver des solutions à de vrais problèmes et construire une société à l'image des valeurs qu'ils défendent. Peut-on continuer à les juger avec un arrière-plan, l'image du chef d'entreprise fumant le cigare dans son fauteuil de cuir, qui nous est hérité du 19e siècle ? On aurait quand même 2 siècles de retard. Merci Stéphane, merci à tous les trois. Merci particulier à S-Group qui nous a permis d'enregistrer ce podcast et qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci Karine, merci Alexandre, merci Stéphane. À très bientôt.